j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une lecture de contes et pour cela, j'ai choisi l'histoire de Tristan et Iseux. Ce livre est très joliment illustré, donc en plus de lire une belle histoire, nous allons pouvoir admirer de très jolies images. Écoutez, écoutez bien l'histoire du vaillant Tristan et de la douce Iseux, qui s'aimèrent si fort qu'aujourd'hui encore on entend au fond de nos mémoires battre leur cœur à l'unisson. Il y a bien longtemps, on ne sait pas quand exactement, Tristan naissait, alors même que son père venait de périr à la guerre. Sa mère, Blanche Fleur, en mourut de chagrin. Le bébé fut appelé Tristan, le triste. Tristan grandit malgré tout et devint un beau jeune homme adroit aux armes et fin musicien. À 15 ans, Tristan fut reçu à la cour de son oncle Marc, roi de Cornouailles. Les gentilshommes et les dames furent émerveillés de tant de beauté. Tristan prouva sans tarder qu'il était aussi d'un grand courage. Comme chaque année, un géant, le Morold, vint réclamer pour le compte du roi d'Irlande un tribut de jeunes gens pour les emmener en esclavage. Leurs parents désespérés se lamentaient. Ému par leurs larmes, Tristan décida de tuer le Morold. Et il le fit. D'un seul coup, il lui fendit le crâne, laissant même un morceau de son épée dans la tête de son ennemi. Au cours du combat, Tristan fut blessé plus gravement qu'il ne pensait, car l'arme du géant était enduite d'un poison mortel. Juste avant d'expirer, le Morold lui révéla que seule sa nièce, Iseult, fille du roi d'Irlande, avait le pouvoir de le guérir. Les plaies de Tristan devinrent toutes noires. Le jeune héros se sentait perdu. Il demanda alors à ce qu'on l'installât dans un bateau pour le laisser dériver au gré des vents et des courants, à la grâce de Dieu. C'est ainsi que sa nef vint doucement s'échouer sur les rivages d'Irlande, le pays du Morold. Tristan eut peur qu'on le reconnaisse comme le meurtrier du géant. Il inversa son nom et se fit appeler Tantris. Ignorant tout du jeune homme, Iseult le soigna avec dévouement et il guérit. Au bout de quelque temps, Tristan dut s'en retourner en Cornouailles à la cour de son oncle Marc, qui, n'ayant pas eu d'enfant, voulait le prendre pour successeur. Mais des barons félons, jaloux du jeune homme, complotaient pour l'empêcher de monter sur le trône. Ils pressèrent le roi de prendre une jeune épouse afin d'avoir un héritier. À cet instant, une hirondelle fendit les airs, aussi rapide qu'une flèche, et laissa tomber aux pieds de la noble assemblée un long cheveu d'or. Inspiré par ce présage, le roi déclara solennel: « J'épouserai celle à qui appartient ce cheveu doré. » « Sire, je connais cette princesse, » répondit Tristan. « Je peux la chercher pour vous. » Tristan cingla aussitôt vers les côtes irlandaises. À peine débarquait-il après une traversée mouvementée qu'un dragon à haute crête surgit sur le rivage. Rampant, tenant sa tête haute, il faisait saillir ses gros yeux, crachant des quantités de feu et de venin. Sans plus de façon, Tristan l'estourdit, lui coupa la langue et la mit dans sa poche. Mal lui en prit, car en
empoisonné par le venin mortel de l'animal, il commença à se sentir très mal, puis s'évanouit. On transporta le héros inconscient en grande hâte au château, où Iseult le soigna à nouveau. Pendant ce temps, un perfide sénéchal découpait la tête du dragon. Ce fanfaron fit croire qu'il avait lui-même tué le monstre et réclama sans vergogne pour ce haut fait d'armes la main d'Iseult qui le détestait. Tristan rassura la princesse en lui promettant de se battre en duel avec ce fieffé menteur. Pendant que Tristan se reposait dans un bain d'herbe médicinale, Iseult s'aperçut que son épée était largement ébréchée. Le bout manquant ressemblait étrangement à celui trouvé dans le crâne de son cher oncle le Morold, qu'elle conservait dans un petit coffre d'argent. Elle courut chercher le fragment. Il s'adaptait parfaitement à l'épée. Folle de colère, Iseult décida aussitôt d'oxyre Tristan. Elle se précipita, l'épée à la main, mais Tristan l'implora, la supplia et lui rappela qu'il s'était engagé à se battre pour elle contre le sénéchal. La douce Iseult, incapable de faire du mal au jeune homme, laissa tomber l'épée au sol. Tristan lui avoua qu'il était venu demander sa main pour le roi de Cornouailles, son oncle. Iseult ne dit rien, mais son père, le roi d'Irlande, flatté d'une telle proposition, l'accepta. Juste avant le départ de la fiancée, la mère d'Iseult remit à Brangian, sa fidèle servante, un philtre d'amour contenu dans un tonnelet. Celle-ci devrait faire boire cette boisson magique à la princesse et à son époux le soir de leurs noces, afin qu'ils connaissent le parfait amour. Mais durant la traversée, tout à coup, le vent tombe, les voiles s'affaissent, la chaleur devient étouffante. Un page donne à boire à Tristan une coupe d'eau puisée dans le tonnelet. Tristan la partage courtoisement avec Iseult. À cet instant précis, ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Aussitôt le vent se remet à souffler, les voiles se gonflent et le bateau fend les flots à nouveau. Il arrive à bon port, trop vite pour Iseult, qui ne veut plus appartenir au roi Marc, car elle aime Tristan. Le soir de ses noces, elle demande à Brangian de se déguiser et dans l'obscurité de prendre sa place dans le lit du roi. À partir de ce jour, Tristan et Iseult doivent se rencontrer en cachette. Mais le rusé nain Frosin décide de leur tendre un piège. Il achète de la fleur de farine et en répand entre le lit du roi et celui de Tristan pour que l'on trouve la trace de leurs pas. Tristan surprend les manigances de Frosin. Malgré tout, il veut retrouver Iseult. Alors que le roi vient à peine de tourner les talons, il prend un grand élan et saute de son lit à celui de sa belle. Malheur, dans l'effort, une ancienne blessure de chasse faite à sa jambe s'est rouverte. Le sang coule sur la farine. Le sang rougit les draps blancs. Ses fleurs écarlates le trahissent. Tout est découvert. Que va-t-il arriver? Le roi est furieux. Les barons accourent. On ligote les deux amants. Un grand bûcher est dressé pour les brûler. Tristan le premier. Hélas, hélas. Le peuple qui aime les deux jeunes gens se lamente et pleure. Tristan, toi qui es si vaillant. En chemin, le prisonnier et ses geôliers passent devant une chapelle au bord d'une haute falaise. Tristan demande à s'y arrêter pour prier avant de mourir.
saute par une fenêtre dans le vide. Il va s'écraser. Non, le vent s'engouffre dans ses vêtements et Tristan atterrit sans mal sur le rivage. Regardez-le se sauver à grandes enjambées. Plutôt que de la condamner au bûcher, des lépreux armés de béquilles et de bâtons proposent pour Iseux un châtiment affreux. Ils la réclament au roi pour en faire leur épouse. Marc la leur abandonne. Iseux est horrifié. Alors que les lépreux l'emmènent, ravis de leur belle prise, Tristan, caché dans un buisson, bondit sur eux et leur enlève Iseux sans faire aucun blessé. On a à peine le temps de s'émerveiller d'une telle hardiesse. Les deux amants ont déjà disparu, enfuis au plus profond de la forêt. Tristan et Iseux vécurent alors dans une hutte de branchages. Ils buvaient l'eau des sources, se nourrissant de racines, de glands et de baies. Ils maigrissaient, leurs vêtements se déchiraient dans les ronces. Allait-il maintenant mourir de faim? Heureusement, Ustan, le chien de Tristan, réussit à s'échapper du château et rejoignit son maître en suivant sa trace. Il avait sauté de la haute falaise, longé le rivage et s'était enfoncé dans la forêt. Lorsqu'il retrouva Tristan, il se mit à japper comme un fou et lui sauta au cou. Tristan et Iseux eurent peur que le roi et les barons ne les suivît et que ses aboiements ne révèlent leur cachette. Un instant, Tristan pensa tuer son chien, mais il décida plutôt de le dresser à chasser silencieusement. L'intelligent Ustan comprit ce qu'on attendait de lui. Dès lors, il suivit le gibier sans jamais plus aboyer. Grâce à lui et à l'arc de Tristan, ils mangèrent à leur faim, enfin. Au bout de 3 ans, au lendemain de la Saint-Jean, au solstice d'été, les nuits étaient courtes, mais si étoilées, la magie du philtre s'évanouit. Pourtant, Tristan et Iseux s'aperçurent qu'ils s'aimaient toujours. Une nuit, alors qu'ils dormaient profondément dans leur hutte de feuilles, l'épée de Tristan entre eux, le roi Marc les découvrit. Il était venu pour les tuer, mais voyant Tristan et Iseux chastement endormis, vêtus de leurs pauvres chemises, il n'en eut plus le courage. Il prit l'épée de Tristan et posa la sienne à la place. À leur réveil, les amants surent que le roi était passé et les avait épargnés. Tristan décida alors de ramener Iseux à la cour. Avant de se séparer, Tristan offrit Ustan à Iseux, et Iseux donna à Tristan sa bague. Si un messager venait un jour à elle avec cet anneau, elle assura Tristan qu'elle quitterait tout pour le rejoindre. Ils se séparèrent. Tristan était triste à mourir, Iseux aussi. Écoutez à présent ce qu'il advint du pauvre Tristan. Il embarqua et vogua vers l'île de Bretagne. Là, il prit pour épouse Iseux aux blanches mains, parce que sa beauté lui rappelait celle d'Iseux la blonde. Mais le soir de ses noces, alors qu'il se déshabillait, l'anneau d'Iseux glissa de son doigt et tomba au sol, avec un petit bruit qui lui brisa le cœur. Il ne voulait appartenir à personne d'autre. Le lendemain, il quittait son épouse pour s'engager dans les expéditions guerrières les plus périlleuses, jusqu'au jour où il fut grièvement blessé. Il réclama alors Iseux la blonde. Elle seule pouvait guérir ses blessures profondes. Il la fit chercher par-delà les mers et demanda, lors du retour du navire, que l'on hisse une voile blanche si Iseux était à bord. Et
et une voile noire si elle avait refusé de venir à son secours. Puis Tristan attendit. Alors que le mâle était sur le point de le terrasser, une nef apparut enfin à l'horizon, sa grande voile blanche claquant au vent. Ami, dites-moi vite, quelle est la couleur de la voile du bateau qui approche demanda Tristan à Iseux au blanc chemin. Dévorée de jalousie parce qu'elle avait tout compris, celle-ci répondit. Apprenez que la voile est noire. Tristan retomba sur sa couche et murmura. Puisque vous ne voulez pas venir à moi, cher Iseux, je ne puis plus longtemps retenir ma vie. Lorsqu'Iseux la blonde arrive auprès de lui, il est trop tard. Elle lui parle. Que lui dit-elle? Nul ne le sait. Elle lui caresse le visage, l'enlace et meurt à son tour. Leurs corps sont ensevelis dans des tombes séparées, mais peu après leurs funérailles, deux arbrisseaux vigoureux commencent à pousser, tendant leurs branches l'un vers l'autre, puis les entremêlant étroitement. Tout le monde n'a peut-être pas eu son compte, mais j'ai raconté du mieux que j'ai pu et dit toute la vérité sur Tristan et Iseux. Leur histoire d'amour traverse le temps, aussi fraîche que l'aubépine, et se raconte aux petits et aux grands.